Bonjour tout le monde, ici Daniel Martel, bienvenue à la partie 15, programmation ensembleur, et aujourd'hui on va couvrir le branchement conditionnel. Si on regarde à droite de l'écran, ici on voit un algorithme d'un programme. Le branchement conditionnel, c'est tout ce qui va être dans l'intérieur d'un losange où on vient tester une condition, soit plus grand, égal ou plus petit, et que dépendamment du résultat, on peut prendre deux directions différentes. D'où l'appellation branchement conditionnel au résultat du test. Dans la partie 3, on a vu un premier cas qui est un cas simple, je vous dirais, de branchement conditionnel qui était lié à la boucle de délai. Alors, on partait avec la valeur x égale à 100, on la réduisait de 1, on compare à 0, si c'est pas égal à 0, on réduit encore de 1, et on fait une boucle ici de 100 cycles avant d'arriver à la condition égale 0, oui, et de passer à l'instruction suivante, et ceci nous générait une boucle de 100 cycles, une boucle de délai de 100 cycles. Pour exécuter ce programme-là, on a choisi l'instruction DEC-FSZ, qui ni plus ni moins nous disait DEC pour decrement, donc réduit, F, dans ce cas-ci qui était X, puis skip si c'est à 0, si c'est à 0, donc skipper. Dans le cas de la boucle de délai, c'est une très belle instruction à utiliser. Elle est facile, elle est comprimée. Elle est comprimée dans le sens que, dans le fond, c'est trois instructions en une. On nous fait la vie facile ici. C'est, je vous dirais, un cas simple et facile de branchement conditionnel. C'est le seul qu'on a vu jusqu'à date. Dans la réalité, quand on fait des branchements conditionnels, on n'a pas toujours cette condition particulière-là et il va falloir utiliser une stratégie différente. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, les différentes stratégies de branchement conditionnel. Pour ces stratégies-là, il y a deux commandes qui sont très importantes, le BTFSS et le BTFSC. Je vous dis ce que ça veut dire en anglais, après ça je vous dis en français. BT pour bit test, F étant le fameux la variable F, puis S pour skip, puis S pour set. Donc bit test F, skip if set, puis bit test F, skip if clear. Maintenant, je vous le dis en français. Un bit test, ben, finalement, c'est un test d'une bit. C'est assez français, je pense, bit test. On vient tester une bit. Donc, on va regarder dans une variable ou dans un registre, puis on va aller tester une bit en particulier. OK? Et puis, S pour skip, ça veut dire sauter. Ça veut dire qu'on va sauter l'instruction suivante si c'est soit set, donc égal à 1, ou clear égal à 0. Donc, ces deux commandes-là, ici, ces deux cousines à rapprocher, là, la seule différence, c'est que on va sauter si c'est égal à 1 ou égal à 0. Donc, dépendamment de notre algorithme et de ce qu'on veut faire, on peut en choisir une ou l'autre. Mais je vous dirais que le bit test, c'est une commande qui est très utilisée. Pour travailler avec BitTest, il y a un registre qui est très utilisé aussi, qui est le registre status. Puis celui-là est intéressant, je pense qu'on l'a pas vu à date, je vous ai pas parlé vraiment de ce registre-là. Le registre status, c'est un registre dans lequel on va voir quelques bits qui nous intéressent particulièrement, la bit 2 et la bit 0. La bit 2 vérifie l'état 0. Donc, ce qui va se passer, c'est que si on a une opération arithmétique qui est faite et que le résultat de cette opération arithmétique là est 0, cette bit-là ici va changer. Parce qu'on ce qui est écrit ici, elle va être égale à 1 si le résultat de l'opération mathématique est 0, puis il va être à 0 si le résultat n'est pas égal à 0. Fait que ça, c'est quelque chose qui est intéressant. La seule chose qu'il faut prendre en considération, c'est que c'est pas n'importe quelle fonction qui va affecter le registre status. Puis on va vous montrer dans quelques secondes comment les identifier. C'est pas n'importe quelle, c'est pas toutes les fonctions. Il y a seulement qu'une série de fonctions qui vont venir influencer le registre status. La bit 0, on parle d'un carré ou d'un barreau. Un carré, c'est ni plus ni moins un débordement. Donc, si on additionne deux chiffres et que si l'addition de ces deux chiffres-là dépasse la capacité de nos 8 bits du registre, à ce moment-là, on a un débordement. Le débordement va venir entrer dans le carré. Parce qu'on sait que
Donc, un byte, c'est 8 bits. La valeur maximum, c'est FF. Et puis, aussitôt, FF étant 255, aussitôt qu'on va déborder de 255, on va tomber à 0. Puis après ça, on va tomber à 1. Mais il va y avoir un carry. Donc, il va y avoir une indication de débordement qui va sortir. Puis, barreau, c'est juste l'inverse. C'est quand on passe d'une valeur 0 et qu'on réduit de 0, ben là, on va tomber à FF, puis on va tomber à FE, et ainsi de suite. Mais à ce moment-là, il va y avoir un borrow. Une borrow qui est plus ou moins qu'une retenue. Donc, deux notions que je vous dirais très importantes. Ça, c'est le jeu d'instruction. Bon, dans le jeu d'instruction, voyez-vous, il y a différentes colonnes en haut, puis il y en a une colonne qui s'appelle Status Affected. Puis ça, c'est ça nous dit, qu'est-ce qui est impacté dans le registre status affected, ça veut dire qu'il est impacté ou qu'il est affecté ou influencé par ces commandes-là. Fait que là, je vais en prendre une ici là qu'on va utiliser tantôt, là, SUBWF ici, là, cette commande-là ici. Puis voyez-vous, ici on nous dit C, D, C, puis Z. Ça veut dire que quand je fais cette instruction-là ici, je vais aller influencer les bits C, D, C et Z dans mon status register. Ces instructions-là ici ne les influenceront pas, mais toutes les autres ici dans lesquelles on voit des notations de cette colonne, il va y avoir. Fait que si on regarde par exemple celle-là ici, on dit incrémente F, ben incrémente F définitivement, quand F va arriver à 0, il va y avoir un changement dans mon status. Mais les autres instructions ici n'impacteront pas le registre 0. Donc c'est quelque chose à garder en tête. Donc, je vous donne un exemple ici là, de stratégie là, pour faire un branchement conditionnel. Donc, ici, ce qu'on veut savoir, c'est si A est égal à X. Hein? Puis si oui est égal à X, on va brancher. On va brancher où? On va brancher à la routine. OK. Donc, ce que je fais ici, c'est que je commence par pousser la valeur F dans W. Donc, je prends le contenu de la mémoire 1, c'est une variable quelconque que je viens pousser là, dans mon registre W. Puis moi, ce que je veux savoir, c'est si cette valeur-là est égale à 80. Moi, ce qui m'intéresse, c'est je veux savoir si ma variable est égale à 80. Donc, ce que je fais une soustraction. Je vais utiliser la fonction SUBLW, donc soustraction de L moins W, L étant la valeur littérale ici 80, moins W, mais W, on sait, c'est mémoire 1, je l'ai mis dedans. OK? Puis si c'est égal, si 80 ici, si mémoire 1 est égal à 80 ici, je vais avoir un 0 je vais avoir en fait un 1 dans le bit 2 de mon status register. Bon, j'ai une couple de choses que je vais vous montrer ici. SUBLW. Commençons par regarder cette fonction-là. SUBLW, voyez-vous, est ici. Puis ce qu'elle nous dit, cette fonction-là, c'est que oui, je vais l'impacter C, D, C, puis Z. OK? Donc, je vais l'impacter la bit 2 ici. Si le résultat de mon est égal à 0, je vais avoir un 1. OK? Donc là, je sais ça. Donc, je sais que si le résultat de cette opération-là ici va être 0, je vais avoir un 1 dans la bit 2. Fait que moi, je viens faire un bit test sur status register, OK? Bit 2. Pourquoi bit 2? Parce que bit 2, c'est là qui est ma bit 0. OK? Alors, je vais faire un bit test ici. OK? Et puis, ça dit skip if set. Donc, si c'est à 1, je vais avoir rencontré ma condition, je vais le sauter. Et puis, si c'est pas à 1 ici, je vais aller faire ma routine. Alors, c'est le principe ou le concept, si on veut, là, de bit test, c'est toujours d'aller tester. La plupart du temps, on va aller tester le status, soit le bit 0 ou le bit 1, le bit 0 ou le bit 2, dépendamment de qu'est-ce qu'on veut tester. Mais dans ce cas-ci, on veut tester si c'est égal à 0. Alors, je poursuis avec un autre exemple. Et dans cet exemple-ci, je fais un test si A est plus grand que X. OK? Regardez bien ça. À peu près le même concept. Si je fais une soustraction, OK? Je fais une soustraction de L moins W. Puis dans ce cas-ci, ce qui va m'intéresser, c'est que si mon W ici est plus grand que 80, je sais que je vais avoir un borrow. Donc, ce que je vais aller tester, c'est mon borrow. Donc, je vais faire un bit test ici, status 0. OK? Puis ce qu'il faut savoir, c'est que si mon carré est égal à 1, on n'a pas de retenue. Puis si mon carré est égal à 0, j'ai une retenue. Donc, si mon carré est égal à 0, skip if clear, il va se ramasser ici. Puis sinon, il va aller faire exécuter la routine.
Ça, c'est le principe de base, je vous dirais, des branchements conditionnels. C'est important de comprendre deux éléments ici, là. Il faut savoir quelles instructions vont aller impacter le bit status, puis il faut savoir aussi comment utiliser puis quel bit, ok, et puis bien comprendre la différence entre un skip set puis un skip clear ici. OK, on va regarder ensemble un exemple pour illustrer le concept des branchements qu'on vient de voir, puis je vous avoue qu'on tombe dans les choses un petit peu plus sérieuses. Là. On va tomber dans un algorithme de classement de nombres qui s'appelle Bubble Sort. Si vous n'êtes pas familier avec ce concept-là, je vous invite à jeter un coup d'œil sur de multiples vidéos qui sont sur YouTube sur le Bubble Sort, même si c'est en anglais, c'est quand même facile à comprendre. Je vous explique rapidement quel est le principe. On part d'une série de nombres qui ne sont pas par ordre croissant ou décroissant. Voyez-vous, c'est 6, 1, 2, 3, 4, 5. L'objectif, c'est de les amener dans un ordre croissant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est ça qui est l'objectif. La technique qu'on va utiliser pour les classer, c'est une technique où on va comparer les nombres un à un. Je veux dire qu'on va comparer juste deux nombres à la fois. Et puis on va les classer et on va continuer, puis on va faire ça plusieurs cycles. Alors je vous explique, là, je vous amène dans la stratégie pas à pas. Alors on commence par 6 et 1 ici, on les compare. Si le nombre de gauche est plus grand que celui de droite, parce qu'éventuellement on veut le pousser par là bas, le 6, on les interpose. Vous voyez ce qu'on a fait ici, donc dans la première ligne, ce qu'on fait, c'est qu'on interpose le 1 et le 6. Le reste demeure intouché. Dans la deuxième étape, je vais avancer de 1 ici. Maintenant, je vais comparer le 6 et le 2. Étant donné que le 6 est plus grand que le 2 ici, je les transpose. Je vais envoyer le 6 ici, le 2 là. Et après ça, je vais comparer le 6 et le 3. Je compare le 6 et le 3. Ils ne sont pas dans le bon ordre, je les transpose. Et ainsi de suite. Après avoir complété, donc m'être rendu jusqu'au bout de la ligne ici, je vais avoir fait une première passe. Je vais avoir poussé mon 6 jusqu'au bout de la ligne complètement ici. Quand je suis rendu à l'étape où j'ai poussé mon 6 au bout complètement, je recommence. Je recommence pour les autres. Voyez-vous, là, dans cet exemple-là, c'est peut-être pas un bon exemple là, parce que ça donne que les chiffres se sont mis dans le bon ordre, là, mais ça arrivera pas. Je ne mettrai pas tous mes chiffres dans le bon ordre dès le premier cycle. Il faut que je recommence ce cycle-là. Dans ce cas-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Il faut que je refasse ce cycle-là 6 fois. Et puis, au bout de la 6e fois, ici, je vais avoir réussi à placer tous mes chiffres dans le bon ordre. En fait, à chaque fois que je fais un cycle, ici, là, je viens faire remonter à la surface mon nombre le plus grand. D'où le principe de bubble sort, là, où les bulles montent vers le haut. Okay? Donc, c'est ça qui est le concept de bubble sort. Maintenant, il faut essayer de transposer ça en code assembleur. Puis là, c'est l'exercice qu'on doit toujours faire quand on écrit un code en assembleur. On part d'un concept ou d'un algorithme. Il faut écrire l'ordinogramme et puis le figurer les codes après ça. Donc, on commence par mettre le nombre ici dans mon exemple, là, je vais en faire 10 cycles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK? Alors, je mets mon cycle à 9 puis compare à 9. Juste de façon arbitraire ici, là, pour pouvoir comprendre le principe et mettre un chiffre. Ce que je vais faire, je vais utiliser l'adressage indirect. Si vous n'avez pas vu ce chapitre-là sur l'adressage indirect, allez voir ça. Alors, ce que je viens faire au tout début, c'est que je viens mettre mon pointeur, qui n'est plus loin que mon FSR ici, à la première case ici. Puis éventuellement, je vais déplacer mon pointeur, mais je vais mettre mon pointeur ici. Donc, la première étape que je fais mon pointeur sur P1. Donc, je mets mon pointeur ici. Là, après ça, je compare. Est-ce que Pn est plus grand que Pn plus 1? Est-ce que ce nombre-là ici est plus grand que Pn plus 1? Donc, est-ce que P1 est plus grand que P2? Si oui, je les transpose. OK? Sinon, je les transpose pas. Hein? C'est bien ça qu'on a vu tantôt, là. OK? Très fin. On est rendu ici. Après ça, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ma valeur compare et je vais la réduire de 1 parce que je veux savoir à combien de fois il faut que je le compare. Et je vais augmenter mon pointeur de plus 1. Donc, à ce moment-ci, je vais prendre mon pointeur ici puis je m'en viens le tasser d'une coche ici. Puis,
Là, ce que je demande, c'est si mon compare est rendu à 0. Donc, si j'ai fini mon cycle, non. Je reviens ici. Puis là, je compare PN avec PN plus 1. Donc là, ça va être 1 avec 2 que je vais comparer parce que mon pointeur est rendu ici. Et puis, c'est le même principe. Là. S'il est plus grand, je le transpose. Autrement, je ne le transpose pas. Et je vais faire ce cycle-là 9 fois jusqu'à temps que je sois rendu au bout ici. Après ça, quand je suis rendu à 0, je viens regarder mon cycle. Est-ce que mon cycle, je réduis mon cycle de 1. OK? Je mets compare et cycle égale ensemble. Puis là, je viens de me demander si mon cycle est rendu à 0. Donc, si je l'ai fait 9 fois, sinon, ben là, je recommence. Je viens mettre mon pointeur ici à 1 et ainsi de suite. Alors ça, c'est l'algorithme pour exécuter mon bubble sort. Ça ici, c'est les premières lignes que je dois écrire. Donc, je dois réserver de l'espace mémoire pour P1 à P10. Donc, je vais utiliser ces blocs, puis je fais démarrer ça à 20. Je termine avec un NC. Puis ici, je viens pousser des valeurs aléatoires dans les variables P1 à P10 pour pouvoir faire un test puis l'essayer. Ici, c'est le code. Donc, ce code-là, vous pouvez faire une transcription directement là, dans MPLABEX. Ça fonctionne, je l'ai testé, je vous invite à le faire. Si vous transposez le code, n'oubliez pas de rentrer ce code-là aussi, là, ce code-là, et ensuite ce code-là ici. Et vous allez avoir un bubble sort qui fonctionne. Maintenant, je vais vous donner quelques indices sur comment j'ai transposé mon algorithme en code. Au début, ici, on nous demande de mettre cycle égal à 9 puis compare égal à 9. Ça, c'est assez facile. MOVLW, donc prendre la valeur littérale 9, on la pousse dans W. Après ça, on pousse W dans le cycle, puis on pousse W dans compare. Super facile. Pointeur sur P1. Là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut pousser la valeur littérale 20. Pourquoi 20? Parce que tantôt, quand on a fait on a réservé la mémoire, on a réservé 20 comme adresse pour notre première variable. Donc, on veut mettre 20 dans notre FSR. Parce que souvenez-vous, là, on veut que notre FSR pointe sur la première case ici. Là. Puis ça, ici, ça se trouve être l'adresse de ça se trouve être 20. On l'a déterminé ici, 20 étant en P1. Donc, ce que je viens faire ici, c'est que je viens mettre mon FSR à 20. Après ça, ici, je tombe je vais pousser PN dans W. Donc, là, je vais me servir des fonctions d'adressage indirect. OK? Donc, je me sers d'un FSR pour aller chercher le contenu de P1, puis de le pousser dans W. Là, j'augmente mon pointeur, j'augmente FSR. Puis après ça, ici, je viens faire une soustraction. OK? Une soustraction dans le mode indexé, donc avec la deuxième valeur, moins la première. Donc, ce que je viens faire, c'est PN plus 1 moins PN, donc P2 moins P1. Puis là, je me demande si le résultat de ce test-là va être plus grand que PN. Et là, j'utilise la stratégie que je vous ai mentionnée tantôt, donc bit test, skip F carré, status clear. Puis là, et après ça, je viens exécuter le go sur no swap ou je viens soit que je viens ici voyez-vous le nom ici no swap, là, je dis go to no swap, ok. Autrement, si je dois transposer, mais c'est juste ici là, je décrémente F. Et ça ici là, bon, ce petit bout de code là, ici, là, c'est une stratégie pour transposer le contenu de deux variables. Il va falloir probablement que vous le regardez une couple de fois avant de figurer ça, mais c'est une stratégie pour inverser le contenu de deux variables. Ça ici, c'est le no swap, donc quand je ne les compare pas, voyez-vous, je le décrémente ici, là, compare moins 1. Et puis, j'ai le cycle ici que je viens comparer. Je viens utiliser le DECFSZ pour le comparer. C'est égal à 0. Et puis, même chose un peu plus bas. Je continue. Go to array. Puis après ça, ici, c'est la dernière instruction. Je vous invite à faire une pause, à regarder ça calmement. Là. Je vous avoue que bien que c'est d'apparence simple, il y a beaucoup de choses ici et ça demande quand même beaucoup de calme et je vous dirais de patience pour comprendre ces codes-là. Ça vaut la peine de le faire. Une fois que vous allez avoir compris ces codes-là, comment est-ce que ces codes-là se rattachent à cet algorithme-là, vous allez être beaucoup mieux équipé pour faire beaucoup d'autres programmes. Maintenant, je vous dévoile un petit secret. Quand je vous parlais ici de la stratégie
où on transpose. J'ai été m'inspirer d'une liste de stratégies qu'on retrouve à l'adresse URL ici. Et puis le plus spécifiquement, là, c'est cette stratégie-là ici que j'ai compare and swap if y est plus petit que x. C'est cette stratégie-là ici que j'ai calquée pour en arriver avec mes codes ici. C'est permis de faire ça, hein. Vous avez le droit d'aller vous inspirer à gauche, à droite de petites stratégies pour faire des trucs. Dans ça, il y en a qui sont assez intéressantes, là, par exemple, là, pour convertir un nebule à ASCII. Là, il y en a plusieurs qui sont assez intéressantes. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur cette adresse-là. Vous pouvez peut-être mettre ça dans vos signets. C'est des stratégies qui sont intéressantes. Alors, j'espère que ça vous a plu.